Moi, j'ai vraiment trouvé ça là, très intéressant. Du coup, alors, mais vu de mes propres questions, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de passer par les textes plutôt que par les personnes. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu se déployer aujourd'hui, c'est des communautés d'individus. Donc, ce que ça fait le web, c'est qu'il a produit de l'entre-personne en passant par les individus, alors qu'il y avait un projet originaire dans l'histoire du web qui était, comment s'appelle-t-il, le type du lien hypertexte avant Engelbart, le concurrent d'Engelbart sur l'origine, là, moi j'oublie son nom. Ted Nelson, voilà, qui est de faire des corpus en fait, c'est-à-dire de faire des communautés de textes. Et que finalement, peut-être que la dynamique actuelle, c'est effectivement de faire de passer par de l'interpersonnel pour construire des collectifs dont on voit que les périmètres sont flous, que les engagements sont variables, que les intérêts sont très individuels quand même. Et du coup, de dire que c'est finalement les textes qui dessinent la forme de la communauté, et ça, je trouve ça très riche. Arnaud. Ah oui, pardon. Allez-y, et après on va moi, j'étais très intéressée par la question de la diagrammatique, la visualisation de données, d'une écriture dynamique. Parce que je travaille là-dessus en fait dans ma recherche doctorale. Mais ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'a questionné le plus, c'est les nouveaux formats de doctorat donc, en art, puisque je fais moi-même un doctorat en art et sciences de l'art à la Sorbonne, à l'UFR 04 Arts Plastiques. Et cette question, elle est vraiment très importante pour moi. Je ne sais pas comment vous faites pour mettre en place ces nouveaux formats, parce que pour nous, c'est très critique, c'est pas très acceptable. Alors je sais que en Belgique, il y a un chercheur qui a fait de sa soutenance une forme de performance, mais seulement de sa soutenance. Alors je n'ai pas vraiment connaissance du contenu de son doctorat, si le format il reste universitairement correct ou pas. Mais après, alors la question pour être, j'espère, un peu plus précise, est-ce que le nouveau format doctoral prend, prend en compte le contenu de la thèse? Est-ce que le contenu de la recherche reste quand même scientifiquement acceptable, où il y a des résultats, ou des fois, comme on a poussé vers l'enregistrement vocal seulement, est-ce qu'il reste toujours un format d'hypothèse, de problématique, par exemple, à laquelle on doit répondre? Et la question de la méthode aussi, surtout. La méthode. Merci. Donc il y a plusieurs questions dans les questions, mais en fait c'est surtout le contenu. Donc ça c'est ma première action, c'est surtout le contenu. Je donne un exemple. C'est surtout le contenu. Le projet de recherche, c'est le contenu. Donc je parlais tout à l'heure, j'étais rapporteur sur une thèse en computer science. Et là, en fait, la thèse était très mince, c'était une 50aine de pages avec beaucoup d'appendices, mais il n'y avait pas de discussion sur le format de la thèse. Or, actuellement, dans notre discipline, si c'est une discipline, d'ailleurs, je ne pense pas que c'est une discipline, c'est plutôt transdisciplinaire de l'origine, à chaque fois, il faut en fait remettre tout en question et poser la question de la format de la thèse. Donc ça, c'est un problème, je dirais. Mais pour la thèse, c'est surtout une question la question de la recherche. Si c'est pas tellement le format de soumission, si c'est, je sais que l'exemple en Belgique est très intéressant parce que c'était une émission de radio, la soutenance de la thèse. C'était un très bon exemple d'ailleurs. Et c'était une thèse qui était faite sur la performance et la performativité. Donc c'était un très bon exemple. Et que le soutenance soit public, la radio, c'est public. Donc c'était dans la logique de la thèse elle-même. Donc j'ai pas une réponse spécifique. Ce que je veux dire, qu'à chaque fois, on négocie le format de la thèse, mais comme je disais au départ,
on commence avec une problématique qui est la problématique de la question de la recherche. C'est ça qui est primordial. Sinon, c'est pas de la recherche. Moi, j'ai un élément de réponse à la question, mais qui est indirect, en fait. Non, on s'est posé la question, éventuellement, enfin, pas éventuellement, on s'est posé la question des formats de validation du travail transdisciplinaire. Et avec le souci d'avoir un respect des trajectoires de chacun dans leur discipline. Parce qu'en fait, si on fait de la transdiscipline pour la transdiscipline, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de la transdiscipline, pourquoi ça peut marcher, c'est parce qu'on reste dans notre discipline. Premier point. Ce qui veut dire, en fait, que dans la première étape, on peut publier sur le corpus partagé à partir de son point de vue disciplinaire. Donc là, déjà, les trajectoires de chercheurs sont pas, comment dire, modifiées par un travail collectif. Un bonus. Le bonus, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut publier ensemble un sociologue, un historien, un article? Mais là, vous commencez, alors les problèmes, c'est où? Par qui on va être évalué, etc., etc. Et là, vous commencez à comprendre tout de suite que vous avez plutôt intérêt à passer par le premier étage, c'est-à-dire en fait publier dans votre discipline. Évidemment. Donc là aussi, il y a une histoire de, pas de ruse, mais disons d'avancer petit pas par petit pas. C'est exactement la même question que tout à l'heure, mais pour les formats de connaissances. Et donc, la question qu'on a ouverte, et là on n'a pas la réponse, avec, comment dire, Olivier Ledoff, qui est un collègue, c'est de travailler sur la question, et là, une question qu'on peut collectivement prendre à bras-le-corps dans toutes les disciplines, c'est qu'est-ce que ça sera qu'un article scientifique demain? Ça, c'est une vraie question. Pour nous, en tant que chercheurs, plus que la thèse, parce que la thèse, on pourra dire dans chaque discipline, en fait, il y aura des seuils de tolérance. Mais en fait, si un enseignant-chercheur, ça a des livrables, et que notre livrable, c'est l'article, en fait, on a intérêt à se poser la question de qu'est-ce que ça sera qu'un article scientifique demain. Enrichi, pas enrichi, etc. Donc ça fait partie des objectifs, en fait, modestes, mais en fait, qui sont posés. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est que c'est une question organisationnelle qui nous dépasse, hein, et que les gens, dans cette individuation collective, puisque c'est une individuation collective, c'est des trajectoires où il n'y a pas de dependency, c'est-à-dire on dépend du passé, c'est-à-dire on va dépendre des trajectoires de notre discipline, de notre inscription, et ça, on est obligé d'en tenir compte. Je pense à un autre exemple, c'est un peu la même question, on s'est posé sur les activités artistiques. Donc il y a un journal qui s'appelle le Journal of Artistic Research, qui est en Scandinave. En fait, c'est le format du journal est très intéressant, parce qu'on peut le naviguer de plusieurs manières, vidéo, tout ça associé, mais c'est surtout le format de peer review qui était très intéressant, parce qu'il fallait ça, avoir un collectif ensemble qui vont sélectionner, donner des commentaires, des feedbacks sur les soumissions qui ne sont pas des soumissions textuelles. Ça peut être textuel, mais ce n'est pas forcément textuel. Oui, mais, en fait, je m'adressais à vous. Ma question, et ça fait suite un peu aux questions qui vous ont été posées. Noël, pardon. Avec la méthodologie que vous imposez, si je puis dire, à un milieu qui sont des artistes, est-ce que vous avez le recul nécessaire pour voir ce qu'il en a résulté de leur parcours au bout de quelques années, individuel ou collectif, par rapport à une singularité que la recherche que vous leur avez imposée, si je puis dire, leur a permis de développer leur créativité? Donc ça c'est... Bon, d'abord c'est pas moi qui ai imposé, c'est eux qui viennent vers moi. Mais vers l'école, la question que vous posez en fait, elle est très très sensible et très intéressante. Parce que ça c'est en fait la mise en place des écoles doctorales dans des arts plastiques. Ça c'est toute la problématique. Donc la singularité de l'activité artistique, donc s'il y a quelqu'un qui vient vers l'école doctorale et il dit je suis peintre, je vais faire une thèse, la première chose que moi je vais demander, c'est pourquoi faire une thèse si vous êtes peintre. Donc, ça c'est le problème. C'est très sensible et c'est très politique aussi, parce que c'est la mise en place d'une formation particulière dans les écoles de beaux-arts, il y a des pressions intérieures. Et je sais qu'en France actuellement, il y a de plus en plus d'incorporation des écoles de beaux-arts dans les universités, et ça c'est toute la problématique. Donc, est-ce que
je peux poser la question autrement. Est-ce qu'un bon peintre, c'est quelqu'un qui fait une thèse? Donc, je pense que là, on est en train de poser, poser de mauvaises questions. D'accord? Je pense que si je suis très intéressé par le travail de Bernard et ce que vous faites ici, c'est que c'est une manière de problématiser le savoir qui est fait à travers les gestuels, à travers la musique, à travers les arts. Donc c'est un savoir aussi. Et quand on fait une thèse, c'est une manière de faire une réflexion approfondie, théorisée sur une activité. Voilà. Ce qu'évoque Noël là, en disant ce qu'on fait ici, ici ça veut dire à l'Institut de Recherche et Innovation, ce sont des travaux qu'on fait avec Bernard Lubat sur l'improvisation et le numérique, aussi sur philosophie et musique, ça c'est transdisciplinaire, sur improviser en philosophie, qu'est-ce que ça veut dire, en pensée. Est-ce qu'on peut philosopher sans improviser, par exemple, etc. Et quel est le rapport avec les instruments de ce type, dans la construction ou pas de l'improvisation? C'est quelque chose qui se fait d'ailleurs aussi avec l'école des hautes études, puisque maintenant Marc Chemillier va participer à ce travail. Voilà, mais mais je crois que quelqu'un d'autre avait demandé la parole, non? Oui. Allez-y, parce qu'après je reprendrai pour enchaîner sur ce que disait Noël. Merci. Moi j'avais 3 points en fait à adresser en particulier à Franck Cormeret. La première chose, c'est alors une petite question dont je me doute de la réponse, mais je préfère la poser quand même. Pourquoi avoir choisi l'entretextualité et pas l'intertextualité? Est-ce que c'est en référence avec les études littéraires qui font que la notion est déjà considérablement marquée dans son histoire? Voilà, enfin, ça c'est une toute petite question. La deuxième question, ça concerne en fait... au sein du 3e principe, quand vous avez mentionné la notion de contexte, vous avez dit qu'il n'y avait pas de hors-texte en SDL, alors qu'il y avait un textualisme faible. Oui, non, mais je comprends bien, c'est les effets d'un tableau qui font que... Mais c'est pas ça du tout, je suis assez d'accord avec vous sur ces éléments-là. Je crois comprendre que dans ce qui est l'herméneutique, les humanités digitales, vous envisagez finalement la réunion des deux, en parlant de cotexte et de contexte étendu. Alors, moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point c'est compatible, cette extension. Et en particulier, je me demande si finalement la notion de texte, là, c'est pas plutôt un support de négociation qui viserait un transprojet entre disciplines, auquel cas finalement est-ce que la notion de texte est si centrale? Est-ce que c'est pas plutôt finalement un support de négociation? Donc ça c'est la deuxième question qui est vaste, au contraire de la première. Et pour finir, un troisième point, vous avez dit quelque chose, moi, qui me fait réfléchir beaucoup, et j'aimerais des précisions parce que vous l'avez dit très rapidement. Vous avez parlé de l'enrichissement du corpus et en même temps, j'ai cru comprendre que ça permettait finalement de faire le pont entre interprétation et création. Voilà, alors ça, je trouve que c'est une lecture assez intéressante. Enfin, moi, ça m'aide à critiquer la propension du corpus dans mon champ, propension qui rencontre des limites, mais je comprends mieux certaines attitudes, certains comportements avec ce que vous avez dit là très rapidement et sur lequel j'aimerais bien un développement, un petit développement. Merci. Sur le premier point, l'intertextualité, évidemment, depuis Julia Kristeva, il y a toute une histoire, hein, c'est clair. L'idée, c'est qu'on a un peu réfléchi à l'affaire. On s'est dit que si l'entretexte avait l'avenir de l'intertexte, gagné, bingo, quoi. Donc le terme était pris, on en a pris un autre. Donc là, il y a une question, disons, de terminologie, mais qui s'inscrit dans un contexte large qui est celui de la transtextualité, voilà, enfin, de la transdisciplinarité plutôt.
Ça déjà, c'est le premier. Je peux pas répondre au-delà de ça. Le deuxième point sur le problème du co-texte, du contexte et du hors-texte. Bon, c'est la phrase de Derrida sur le hors-texte, hein, qui est très connue. L'idée, c'était de dire que, évidemment, le texte c'est un retour du texte. Enfin, c'est un retour du texte et pas forcément au texte. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une notion très polysémique, hein, qui veut dire réseau. Enfin, je vais pas vous faire toute l'histoire du texte, mais c'est une notion large. Le texte est une notion large, mais qui nous sert dans la transdisciplinarité, où en fait cette notion a un caractère opératoire. Donc là encore, je dirais, c'est une démarche stratégique. Même si derrière, moi je défends le texte aujourd'hui par rapport à l'image, parce qu'il y a une tendance générale avec la scrénisation, enfin avec les écrans, en fait, à utiliser de plus en plus en fait des textes courts et en fait des éléments diagrammatiques, hein, c'est-à-dire en fait des visuels, quoi, pour faire court. Donc là, l'idée, évidemment, en tant que chercheur, c'est quand même de trouver une alliance entre textualité et forme nouvelle en fait de représentation en fait des contenus. Voilà. Dernier point sur l'idée de l'enrichissement. Ben oui, c'est-à-dire en fait, c'est d'éviter l'interprétose. Hein, pour reprendre, comment dire, le concept de Deleuze, c'est d'être dans une herméneutique qui, en fait, a toujours aussi comme objectif, pourquoi pas, la création. Et donc là, comme ça clive, comme ça clivait autrefois, eh bien, en fait, l'idée, c'est de retirer ce clivage et de dire que une fois qu'on a produit de l'interprétation disciplinaire, transdisciplinaire, il y a une prochaine étape du corpus, on peut en rajouter sur le corpus et donc avoir un travail artiste de continuité et pourquoi pas, et donc d'être un interprète artiste, après avoir été un interprète chercheur. Là-dessus, pour moi, j'y vois pas d'inconvénient, ou même au contraire, je pense que quand on franchit cette étape, probablement qu'on est moins inhibé par rapport à l'innovation, dans sa discipline. Même s'il faut toujours rester dans une discipline, puisqu'autrement, on ne sait pas d'où on parle, quoi. Oui, vas-y. Paul-Émile. Une petite question pour Franck encore. Tu as parlé de la mémothèque, mais je crois pas que tu aies décrit vraiment techniquement en quoi elle consiste. Et je me demandais si tu pouvais en parler un petit peu, éventuellement si tu pouvais nous dire s'il y avait un aspect réseau social intégré là-dedans. L'idée de la mémothèque, en fait, moi j'avais été invité par, Alain Giffard à en parler à Aix-en-Provence sur l'avenir du livre, en fait, quoi. Hein. Et donc, je crois qu'il y a un texte en ligne là-dessus qui présente un peu l'idée, en fait, de l'inscription de la mémothèque à l'intérieur de la bibliothèque. Je repassais un peu dans l'histoire, quoi, premier point. Et en disant, évidemment, que quand on va dans une bibliothèque, c'est pour faire du prêt de livre, et que, à la limite, quand tu as lu un livre, tu as peut-être quelque chose à dire d'un livre, et que tu peux annoter le livre, et que tu peux faire un réseau d'interprètes du livre. Alors moi, en fait, moi, c'est avec les collègues, là, pour l'instant, on ferme dans le sens, entre guillemets, pour pouvoir ouvrir par la suite. C'est-à-dire que l'idée des réseaux sociaux, on ne va pas les utiliser. Tu as les réseaux de chercheurs, moi j'ai un collègue qui a travaillé sur les réseaux de chercheurs, je vois comment ça se passe, c'est tout à fait intéressant, mais c'est pas ça notre projet. Le projet, c'est déjà, entre 3 ou 4 disciplines, travailler sur un corpus, et ensuite on pourra ouvrir, évidemment. C'est-à-dire que ce corpus, une fois qu'il est enrichi par des gens, des spécialistes, mais pourquoi pas pas un spécialiste, mais un spécialiste, des gens qui soient même non spécialistes, pourquoi pas. Et là, on pourrait organiser, mais c'est pas le cœur du projet. Hein. Le cœur du projet, quand même, c'est de se poser la question de l'évolution de nos métiers d'enseignants-chercheurs à travers la transdisciplinarité. Donc, en fait, les réseaux sociaux, oui, mais c'est pas une priorité pour l'instant. En fait, peut-être, je ne vais pas parler à la place de Paul-Émile, mais ce qu'on appelle... Je crois que ce que Paul-Émile appelle réseau social n'est pas ce qu'on appelle réseau social habituellement. Pour nous, et Youk est parti maintenant, et Harry sont partis, mais Youk et Harry, qui sont deux chercheurs qui ont passé 1 an et demi à l'IRI, ont travaillé dans un postdoc sur un concept de réseau social
qui n'est pas du tout Facebook ou quelque chose de ce genre, qui est par contre une reprise très au sérieux des graphes sociaux, de la théorie des graphes sociales, et une critique simondonienne de cela, et une implémentation d'une conception différente qui instancie le troisième niveau que l'individuation collective, et donc ce que nous appelons la transindividuation, et qui en fait nous a inspiré avec Paul-Émile et Tuileries pour constituer des équipes de recherche en réseau social, mais local, c'est-à-dire dans des small private online courses, enfin, c'est pas online courses, c'est online seminars, online team, et pour faire en sorte que le travail conduise en fait à de la transindividuation, à de la catégorisation transindividuée au fil de l'eau, mais avec des règles de gestion de la communauté qui sont apparentées à des règles des réseaux sociaux. Bon. Et ça d'ailleurs on en discute en ce moment, enfin je crois que je peux le dire avec Dassault Systèmes aussi, parce que dans les entreprises, il y a aussi des gens que ça intéresse beaucoup, dans les réseaux de conception, dans les réseaux d'ingénieurs, de chercheurs en entreprise, etc., pour l'organisation du travail de demain dans les boîtes, pour ce qu'on appelle le travail cognitif, quoi. Bon. J'avais envie de faire un petit peu une reprise de tout ce qui s'est dit cet après-midi, que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Et comme ça, je vais balayer quelques points que j'ai notés, mais qui vont nous ramener, je crois d'ailleurs, à ces questions-là. Bon, d'abord, Dominique Cardon a fait dans son très brillant exposé, a soulevé une question que j'avais essayé moi de poser ce matin, mais sur un registre qui était un petit peu différent et en même temps extrêmement proche. Tu as parlé de la compétition entre les formats différents de classement de l'information. Il est fondamental pour moi, pour nous, je pense pour tout le monde ici, d'inscrire ça dans une histoire, alors de ce que j'appelais moi ce matin les dispositifs rétentionnels. Et parce que en fait ce classement-là, c'est pas du classement de l'information, mais par contre des opérations de sélection, de hiérarchisation et de ce que j'appelais ce matin de la certification. Ça existe, y compris dans les sociétés rituelles en fait. Et on peut analyser toute l'histoire quasiment de l'ethnologie à travers des problématiques de ce type-là, d'une certaine façon. Nous avons lancé un séminaire il y a 2 ans à l'IRI, où d'ailleurs j'ai promis pendant 2 ans qu'on ferait une lecture de Durkheim, et finalement on l'a jamais faite, mais ça va bien finir par arriver. Là où Durkheim introduit une question de la catégorisation en conflit avec Emmanuel Kant à partir du problème du totémisme. Et je pense qu'il faut revisiter ça aujourd'hui dans le contexte où d'ailleurs le tribal revient. Le tribal et l'ethnique reviennent. Bon. Mais au sens aussi où la marque a intérêt à retribaliser et à dépolitiser les communautés. Comme tu as souligné, les catégories qu'on utilise en statistique, par exemple, ou maintenant dans le web, etc., viennent des SHS, catégories, les CSP, etc., ça vient au départ des SHS, mais qui ont migré vers le marketing. Et aujourd'hui, le marketing est en pleine transformation, et tout ça revient vers nous. Quand je dis nous, là, je parle des chercheurs en sciences de l'homme et de la société, enfin, SHS, ou appelons ça comme on veut. Et c'est bien l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de voir comment ce retour nous l'accueillons, c'est-à-dire que comment accueillons-nous le retour de l'enfant prodigue, quoi, qui nous apparaît parfois un peu monstrueux comme môme, quoi, en tout cas très mal élevé. Mais et par rapport à ça, il y a un point que je voulais souligner, c'est la entre guillemets critique de Google. Quand j'emploie le mot critique, c'est au sens où j'ai essayé de l'utiliser ce matin. C'est une critique kantienne ou pas une dénonciation. Je ne manque jamais l'occasion de dire que j'admire cette entreprise Google comme presque aucune autre entreprise. Pour moi, c'est un modèle incroyable d'intelligence capitalistique, quoi. Mais en revanche, une critique de Google, ça veut dire chez nous une pharmacologie de Google. Bon. Et là, j'avais une question à te poser, mais je vais dire beaucoup d'autres choses. Donc, je commence par enfin, ça, c'est vraiment une question. C'est comment interprètes-tu les analyses de Frédéric Kaplan, voilà, par rapport à Google, et aussi d'ailleurs ce que j'en dis moi-même, parce que je crois que tu m'as déjà entendu en parler. C'est-à-dire que moi je radicalise un peu le point de vue de Kaplan. Frédéric Kaplan est très prudent. Il critique Google, il en énonce des limites que j'appelle anthropiques. Et ça il le fait très clairement, mais en même temps il dit toujours ça reste à vérifier, tout ça n'est pas du tout prouvé, etc. Et il vient de lancer un énorme travail d'ailleurs pour essayer d'établir des éléments de preuve ou de contre-preuve. Voilà, mais là j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cela. Un des éléments de ma question en fait,
ce que je vise à travers cette question, c'est aussi le problème de ce qu'on pourrait appeler la performativité dans le champ numérique. Sachant que moi je crois qu'il y a une performativité négative de Google sur la langue qui est extrêmement importante, c'est ça que je reprends chez Kaplan, mais je pense qu'il y a aussi une performativité potentiellement positive qui n'est pas chez Google d'une façon beaucoup plus générale, disons dans les technologies linguistiques numériques, qui n'est pas à ma connaissance investie par les linguistes. Rastier par exemple, qui devrait s'emparer de ce truc comme ça, est totalement dans la dénonciation de ces choses, et n'y fout pas les pieds, parce que c'est confortable, il faut être clair. Hein. Il n'est pas loin de la retraite, tout ça, bon, on ne va pas trop s'emmerder avec tout ça, avec ces barbares, sauf que je pense que c'est vraiment ça l'avenir. Donc voilà, ça c'est une question. Alors, tu disais l'efficacité... Quand tu disais ils ont un modèle d'objectivité instrumentale, etc., je pense que c'est un modèle que j'appelle moi pré-thermodynamique, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte les problèmes d'entropie, voilà, et de négantropie. Je crois que c'est un modèle, disons, newtonien, voilà, et non pas à la Sadi-Carnot, etc. L'efficacité des big data, disais-tu, est très discutable, ça j'en suis absolument d'accord, parce que je suis en train même d'écrire là-dessus, mais en même temps, elle est discutable, mais elle existe. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité, en tout cas économico, je sais pas quoi, qui est tout à fait réelle. Et le business aujourd'hui, c'est les big data. Bon, ça va peut-être durer très peu de temps, et ça va peut-être conduire à des catastrophes énormes. Ce matin, d'ailleurs, j'avais l'intention de parler d'Alan Greenspan, commentateur des big data, avant même qu'elle n'existe, puisque j'ai soutenu ailleurs que Greenspan a dénoncé en fait dans l'automatisation du trading des effets négatifs des big data, alors même qu'on ne parlait pas encore de big data. Donc ça, c'est son intervention le 23 octobre à Washington pour dire pourquoi il a réussi, il a conduit tant de catastrophes. Mais donc cet état de fait très très discutable des big data, c'est néanmoins un état de fait. Personnellement, je pense que, c'est pour ça que je voulais saisir ce que tu as dit là, je pense que le rôle de l'université, c'est de produire un état de droit. C'est-à-dire que c'est de dire, bon, il y a un état de fait, ça marche plus ou moins factuellement, comme la sophistique, quoi, hein, bon. Et ça marche, ne le nions pas non plus, enfin ça marche plus ou moins mal, ça marche peut-être à court terme, et à long terme ça produit des catastrophes, c'est ce que dit Greenspan, ça, exactement. Hein, c'est vachement important de lire ce discours de Greenspan. Mais ça marche quand même. Et c'est ce qui fait marcher ce que j'appelais tout à l'heure le capitalisme computationnel quand même aujourd'hui, donc, et on ne peut pas l'ignorer. Mais en même temps, il y a un état de droit à produire, c'est-à-dire une critique avec et l'énonciation de limites, ce que j'appelle moi un nouvel équilibre métastable homme-machine. Non pas une nouvelle relation homme-machine ou une nouvelle interface homme-machine, ça c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, il y a des programmes entiers à l'ANR là-dessus, mais un nouvel équilibre métastable homme-machine, c'est-à-dire comment l'augmentation de l'homme par la machine, au sens où David Bates en a parlé, ne détruit pas la relation entre l'homme et la machine, et comment cet équilibre, qui n'est pas stable, qui est métastable, peut être préservé. Voilà. Mais un équilibre métastable étant un déséquilibre métastable, ça veut dire la même chose. Voilà, bon, ça c'était des choses que je voulais dire à partir de ton intervention, puis introduire. Alors si je voulais quand même rajouter un point, enfin quelque chose de très important pour moi, évidemment, c'est la nécessité de reconstruire des catégories. Bon. De recatégoriser, de reconstruire on pourrait appeler ça une écologie et une économie de la catégorisation, dans un contexte où la catégorisation est devenue le business, le cœur du business d'une certaine manière, tout en faisant de la dénégation sur la catégorisation pour les raisons que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple l'individualisme qui est en fait une idéologie, et qui est l'idéologie ultralibérale quand même, et qui pour moi n'est pas un individualisme, c'est un atomisme, c'est pas du tout la même chose. Je suis un Nietzschéen moi, donc l'individualisme je suis pour, mais ce qui se passe c'est pas du tout de l'individualisme, c'est de la destruction de l'individu, donc c'est de l'atomisme en réalité. Cet atomisme là, à quoi est-ce qu'il a conduit? À une destruction de l'individuation collective sous la dictature quasiment d'un programme idéologique qui s'appelle la révolution conservatrice, c'est-à-dire on liquide toutes les structures qui produisent de l'opacité, qui empêchent le marché de se développer sans limite. Donc on liquide toutes les frontières, on liquide toutes les singularités, on liquide toutes les structures. Alors c'est ce que décrit Boltanski d'ailleurs au début du nouvel esprit du capitalisme. Et moi je pense que c'est absolument pas durable et que tout ça, bon par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails de commentaires politiques à la petite semaine, mais disons les effets réactifs auxquels on assiste en ce moment de toute
part, intégrisme, vote extrême, etc., sont des effets en fait en retour, des retours de flamme de ça, et que ça ne fait que commencer. Et donc je pense que quand je disais passer d'un état de fait à un état de droit, c'est aussi reconstituer un droit, pas une juridiction bien entendu, hein, un droit au sens scientifique du terme, c'est-à-dire, oui, il y a des tas de faits, mais à un moment donné, si on n'est pas capable de les autoriser, on n'a pas de droit. Donc par exemple, on ne peut pas agir économiquement en tant qu'on est Greenspan si on n'a pas la possibilité d'avoir des appareils critiques théoriques pour critiquer les automates. C'est ça que dit Greenspan à la fin. Hein. Et ça, c'est très très intéressant que ce soit un type comme lui qui dise cela, quoi. Je crois que pour cela, bon ça c'est une chose que nous avons proposé, j'ai aussi évoqué à l'ANR d'ailleurs et que j'ai proposé au Conseil national du numérique, je crois que pour que des choses comme ça puissent se construire, il faut créer des écoles doctorales numériques. Et un nouveau type d'école doctorale, alors qui s'inspire beaucoup de ce que disait Noël, y compris avec des thèses sans texte, parce que je pense que sans texte, ça veut dire sans écriture qui a discrétisé du langage, parler, de la parole, de la langue. Maintenant, si on suit ce que disait ce matin Jean Lassègue, de l'image numérisée, en fait, c'est une image peut-être pas textualisée, mais écrite, inscrite en tout cas, et qui fait l'objet de calculs, de toutes sortes de traitements. Et ça, c'est une question extrêmement importante. Comment est-ce que l'université peut envisager de faire des thèses avec des inscriptions qui ne sont pas textuelles, mais qui sont des inscriptions. Et ça renvoie évidemment à ce que disait Franck, parce que l'enjeu de ce que dit Franck Cormeret, qui est passé par Foucault, etc., ce qui établit un savoir, c'est son archive. C'est ça la chose. Archive qui n'est pas forcément textuelle. En archéologie, les archives ne sont pas textuelles. Enfin, il y en a un peu, mais la plupart du temps, elles sont totalement matérielles. C'est ce qu'on appelle les cultures matérielles. Et donc, aujourd'hui, le numérique rend tout cela traitable par des communautés. Et ça pose des tas de questions absolument inédites avec le numérique. Et donc ce que vous faites avec ces formats de thèse que je trouve très intéressants, alors d'abord ici il y a d'ailleurs une personne avec qui nous sommes en thèse dans une thèse artistique. Voilà. Donc tout ce que tu as dit, je pense, a intéressé cette personne et puis une autre qui est là puisqu'elle a pris la parole, mais ça intéresse aussi les nouvelles thèses en général, c'est pas simplement dans le champ artistique. Moi je plaide pour la recherche-action, comme tu sais, je plaide pour des processus d'intériorisation participatifs qui sont précisément, parce que tu disais le geste fait défaut, et qu'est-ce que c'est que l'importance du geste? C'est que le geste c'est une façon d'intérioriser. D'ailleurs, moi, quand je dis à mes étudiants prenez des notes, je leur dis en prenant des notes, vous faites des gestes. Et donc, vous faites des gestes dans un texte. Et faire un geste dans un texte, ça écrit ce texte dans votre cerveau. Parce que maintenant, c'est des choses très très précises en neurosciences. Et ça, c'est la question de l'intériorisation, qui est une question que Hegel pose, mais aussi que Socrate pose. Quand Socrate dit il faut pas, l'hypomnèse ne suffit pas, il faut l'anamnèse, il veut dire il faut intérioriser toute l'histoire du savoir pour pouvoir y intervenir et y produire une bifurcation. Donc là, il y a, pour moi, derrière tout ce que tu as dit, des problèmes d'organologie de la thèse. Typiquement, le geste doit pouvoir se produire. Nous avons un projet de thèse ensemble sur ce sujet entre Dublin et Liry, et ça pose un problème d'organologie de l'intériorisation du geste. Sur ce que tu disais à propos des architectes, peut-être que tu le sais, mais à Zurich, il y a une école d'architecture extrêmement, à l'école polytechnique de Zurich, il y a une école d'architecture extrêmement connue, et il y a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment, parce qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle j'arrive plus à la parametrics en architecture, et ils sont en train d'essayer de revisiter ces thèmes-là. Il y a également quelqu'un à UCLA avec qui je travaille aussi, et ils sont en train, parce qu'il y a aussi un département d'architecture à UCLA important, et ils sont en train d'investiguer ces questions du point de vue d'une organologie. Voilà. Bon, le dernier point, c'est donc ce qu'a dit, dans ce qu'a dit Franck, qui était un énorme programme de travail. Donc voilà, maintenant il faut le faire. Il faut présenter un projet à l'ANR. Je me tourne vers Eva parce que voilà, ça peut l'intéresser. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, il faudrait faire un contact avec Todai, avec le Japon. Et moi, ce que j'ai retenu d'abord comme au cœur de ce projet, c'est la question de la désautomatisation. Bon. Et je pense que c'était une manière vraiment très, très juste de nous positionner dans cette discussion que nous avons pendant ce séminaire, par exemple par rapport au big data et à l'automatisation. Comme tu l'as dit, tu t'es mis dans
un contexte d'anthropologie de l'automatisation. Et je pense, personnellement, je pense qu'en effet, maintenant, l'anthropogenèse est en train d'entrer dans l'automatisation vraiment à échelle générale, disons. Et la question est la désautomatisation, parce que si on traduit l'automatisation en termes d'entropie et de négantropie, l'automatisation est anthropique par nature. Hein, parce que, comme le disait ce matin Giuseppe Longo, elle ne fait qu'itérer. Or, ce qui produit la vie, c'est l'écart, c'est la différenciation, donc c'est la négantropie. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une négantropie des big data? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que sciences humaines, ou en tant que sciences tout court, en tant qu'académique, disons, en tant que chercheur, comment est-ce qu'on peut produire de la négantropie avec ces instruments-là, et comment ces instruments deviennent des instruments critiques qui servent nos travaux. Là, je reviens, et puis je vais m'arrêter, je reviens à la question de la catégorisation telle qu'elle a été ouverte à la fin de son exposé par Dominique, mais aussi telle qu'elle se pose à travers la question que posait tout à l'heure Paul-Émile. Je crois, moi, que entre les disciplines, puisque ce qui était très 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 stimulant dans ma démarche et très convaincant en termes de méthode, moi j'aime pas qu'on parle quand je parle. Excusez-moi. Je suis vraiment chiant, mais je fais le prof un peu. Comme ça fait 30 ans que je fais ce métier, bon, j'ai pris de mauvaises habitudes. C'est pas seulement pour moi, c'est pour les autres. Ce qui est très intéressant dans le projet, c'est, je crois, c'est qu'il y a une méthode pour créer du transdisciplinaire, qui est la croix de la vie universitaire, hein, ce qu'on n'arrive pas à faire en France en particulier, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, je viens de passer quelques temps, on n'y arrive pas très très bien en Allemagne, mais on arrive quand même mieux qu'ici. En tout cas, on n'est pas flingué par le CNU ou je ne sais pas quoi. Alors qu'ici, on est mort. Dès qu'on fait ça, on est mort. Donc c'est un énorme problème et c'est un problème absolument crucial parce qu'on ne peut pas aborder les digital studies en monodiscipline. C'est totalement inconcevable. Donc il y a un enjeu fondamental ici par rapport auquel je pense qu'on rendrait un immense service à la République si on arrivait à trouver une voie pour avancer. Et là, il y en a une, ça me paraît tout à fait clair, elle est assez incontestable. Elle est extrêmement habile. Elle croise, c'est pour ça que j'avais demandé à Péchanski de parler après ou avant toi, je me souviens plus, mais c'était pas possible, mais on va y revenir parce qu'elle est Memory Studies qui se développe dans le monde anglo-saxon, et Memory Studies c'est un modèle transdisciplinaire où on fait travailler ensemble des archéologues, des historiens, des archivistes, des neuroscientifiques, des psychologues, etc., sur un modèle souvent un peu cognitiviste, mais qui est investigué aussi, et je crois que là il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans cette démarche de partage de corpus, donc que nous théorisons beaucoup avec Ishida à Tokyo, ça il faut vraiment que tu regardes un petit peu ce qu'il fait parce que il avance comme les Japonais, c'est-à-dire à la fois en prenant son temps et d'une manière en même temps très pragmatique, c'est-à-dire comme un asiatique, c'est-à-dire il faut à un moment donné que ça se concrétise. Bon. Nous travaillons dans une démarche donc qui vise à produire des processus de catégorisation contributive. Nous avons fait ça nous-mêmes avec pharmacon.fr et Paul-Émile avec l'IRI. Nous avons commencé à le faire avec une vingtaine d'étudiants ou de chercheurs cette année à titre expérimental, dans un contexte bien fermé qui est la philosophie. La philosophie, c'est une activité herméneutique par nature. Bon. Et donc, c'est relativement évident que on demande à un étudiant d'être un peu herméneute. En philosophie, c'est un peu évident. En maths, c'est moins évident. Il y a toutes sortes de disciplines où c'est beaucoup moins évident. Mais en revanche, nous pensons que dans tous les cas, d'abord nous pensons qu'en termes industriels, et même je dirais en termes de théorie informatique, en termes de ce qu'on appelle de l'informatique théorique, et dans un débat que nous avons d'ailleurs à l'IRI avec le W3C Tim Berners-Lee, et qui consiste, c'est une question que je voulais te poser, d'ailleurs que j'avais oublié, consiste à poser que le web sémantique tel que Tim Berners-Lee le conçoit
n'est pas l'alpha et l'oméga de l'organisation du web, mais qu'il y a le web social, mais pas dans le sens où tu l'as dit. Parce que dans le sens où tu l'as dit, tu as un peu, si j'ai bien compris, rapporté directement le web social, disons à Facebook et aux réseaux sociaux. Pour moi, le web social, ça date d'avant les réseaux sociaux. Le web social, c'est ce qui consiste dans le fait que je peux produire des métadonnées de manière délibérée, ce qui ne veut pas dire forcément explicite, et que en participant à ces métadonnées, je participe à une qualification de l'information, une catégorisation, et c'est pas nécessairement dans le modèle du web social, des réseaux sociaux, je veux dire. En tout cas, nous développons à l'IRI depuis l'origine en fait l'idée que le web social et le web sémantique ne sont pas des modèles concurrents mais complémentaires, et qu'il n'y aura jamais un web sémantique sans web social, ni le contraire. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'il n'y aura jamais de pratique herméneutique consciente, déclarative, explicite, etc., réflexive, qui ne s'appuie pas sur des automates. Et que donc la question, c'est pas du tout de poser automatisme d'un côté, désautomatisation de l'autre, c'est comment on produit de la désautomatisation avec les automatismes. Et le modèle qu'on avait pris avec Vincent Puig, c'est Wikipédia, les bots de Wikipédia, etc., etc., bon, avec lesquels on a travaillé, puisqu'on a travaillé pendant 2 ans avec la fondation Wikipédia sur ces sujets-là. Et là, la question, voilà, finalement je pose à vous tous, c'est la catégorisation. Parce que je crois que j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec ce point de vue, d'ailleurs en particulier dans le domaine artistique, disons, mais je crois qu'un savoir, moi je pose qu'un savoir produit toujours de la catégorisation. Les catégories ne sont pas nécessairement explicites. Il y a des domaines dans lesquels les catégories sont absolument nécessairement explicites, sinon elles ne sont pas recevables, c'est le droit par exemple. En droit, vous ne pouvez pas introduire un argument, quel qu'il soit, sans qu'il soit catégorisé. Ça relève du droit pénal, ou du droit administratif, du droit social, ou du droit cela. C'est examinable par tel ou tel type de juridiction. Dans cette juridiction, c'est tel type de catégorie d'amende, enfin bref, de délit, de patati patata. Ça catégorise à outrance. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait 30 ans que un des meilleur théoricien de l'informatique que j'ai rencontré, c'était un juriste, professeur à Lille 3 de droit, César Poveda, donc qui était prof de droit, et qui a créé un logiciel qui s'appelait César au départ, et ensuite il a changé de nom, et puis finalement qui a eu le trophée Apple 1989, donc il est devenu chef d'entreprise, il a laissé tomber le droit, et il est devenu un businessman de l'informatique, mais et voilà, c'était un juriste en France qui avait vraiment construit une proposition très très intéressante. Mais en fait, je pense que dans tous les domaines, il y a de la catégorisation, y compris au foot, par exemple. Apprendre à dribbler, c'est catégoriser, mais à travers un geste. Et là, la psychologie a toute une théorie de la catégorisation chez les animaux, etc. etc. Bon. Et donc je crois qu'il faut refaire une théorie de la catégorisation, en partant d'Aristote, en passant par Durkheim, en remontant d'ailleurs au-delà d'Aristote avec Sylvain Auroux, parce que la théorie de la grammatisation, c'est une théorie de la catégorisation en réalité, et en passant tout cela à l'épreuve de l'ordinateur comme machine à catégoriser, des réseaux sociaux comme système de catégorisation, et de l'université comme un autre réseau social, qui n'est pas sur le processus de catégorisation type Facebook, mais sur des processus de catégorisation certifiés, soumis à des exigences de certification qui sont apodictiques, en tout cas dans certaines disciplines, imposant une publicité des débats, une transparence aussi autant que possible des procédures, y compris automatiques, c'est-à-dire la possibilité de remonter dans les procédures automatiques pour les désautomatiser, imposer le non-secret sur les algorithmes, y compris celui de Google, etc. etc. Je pense qu'il y a là un programme à proposer, que j'appellerais un programme d'une écologie de l'esprit numérique, quoi. Bien sûr, je peux pas répondre à toutes les questions. Je vais le faire assez prosaïquement en sociologue sur les différents points que j'ai notés. Quand je dis en sociologue, c'est-à-dire pas avec finalement le genre de profondeur que tu y mets à juste titre, hein, vraiment. Comment critiquer Google? Il y a plein de manières de le critiquer. Alors moi, ce que j'ai fait, mais pas tellement dans ce que j'ai présenté, mais dans ce que j'ai fait sur Google, c'est
Donc moi j'ai appliqué une méthode sociologique qui est de retenir, Latourou-Boltanskienne, hein, qui est de retenir la critique pour bien décrire. Parce que l'ennui avec Google, mais on partage, je crois, cette idée, c'est qu'il y a des gens qui viennent tout de suite avec des grilles de lecture, qui les plaquent tout de suite, et du coup, leur compréhension de ce qu'ils critiquent est si naïve et fausse que du coup, la critique passe à côté. Donc c'est vraiment un effort de retenir la critique, de comprendre, pour ensuite critiquer. Après, il y a plein de voies de déploiement possibles de la critique de Google, et qui sont très bien faits, hein. Donc c'est pour ça que moi je m'y attarde moins. Sur le capitalisme linguistique, bon, tout le travail de Frédéric Capon, le tien, etc., il y a un truc énorme qui se joue évidemment dans cette affaire. Il y a une critique, il y a un renouveau voilà, la critique économique, enfin, je pense, sur les externalités positives, le digital labor, etc., bon, on voit bien que ça fonctionne. C'est le genre de critique que les sociologues aiment. Enfin, c'est bien, mais c'est complètement en extériorité par rapport à l'expérience des acteurs, le digital labor. Parce que quand on dit à... Je sais pas, moi j'ai interviewé un collectionneur là récemment là, qui a pris je sais pas, 20 000 photos, des appareils photos qu'il collectionne et qui monte sur Google, il fait ça avec passion, il passe des heures, etc. Bon, quand on lui dit qu'il travaille gratuitement, il me regarde et il me dit j'adore ça, voilà. Bon, il y a quand même une tension dans l'expérience vécue des acteurs avec cette extériorité là de la critique. Du coup, moi, celle auquel je suis attentive, mais ça n'altère pas les autres, c'est la contribution du modèle PageRank à la diffusion du modèle de l'excellence dans nos sociétés. Parce que moi, je suis intimement convaincu, mais peut-être trop proche là de mon sujet, que le PageRank est une merveille de l'esprit, hein. C'est vraiment c'est une chose magnifique, hein. Dans le principe, dans le calcul, dans la manière, voilà, mais que ces effets sont absolument terrifiants, hein. Ces effets sont absolument terrifiants parce que la page 1, il n'y a que 10 positions, hein, et c'est le monde entier qui est calculé, donc on voit les 10. Voilà, et on a les courbes de loi de puissance énormes qui distribuent. Les 10 qui sont là méritent d'y être, au sens du PageRank, enfin au sens que donne le PageRank. Bon, il y a un peu de trafic Google pour placer ses propres affaires, c'est en débat devant quelques tribunaux, mais et je crois que cette question de l'excellence aujourd'hui, elle est voilà, moi c'est par là que j'entre dans la critique, c'est qu'elle est en train de devenir un thème dominant des politiques publiques, du benchmark international qui est fait de toute activité sociale, et que c'est Google qui nous a mis, enfin en partie, mais qui a mis en forme cette idée-là dans nos sociétés, et qui est très difficile pour nous à défaire et à critiquer, parce qu'il faut critiquer la méritocratie, et cette fameuse méritocratie républicaine, et notamment, je crois, par ce qu'on a arraché dans ce dispositif d'un marché global des jugements. En fait, ce que fait le PageRank, c'est un marché global des jugements. Dans le marché global des jugements, on a arraché tous les contextes locaux qui permettaient de mettre à l'épreuve localement, en fonction de critères spécifiques, sans doute avec une régulation, avec du droit, etc., des formes locales d'épreuve, de mise à l'épreuve des jugements et des calculs. Et donc, en faisant un calcul global, ben, on produit cet effet d'exclusion très très fort qui se joue. Donc moi c'est dans ce sens-là, voilà, que je fais jouer la critique, mais ça n'oblitère pas du tout les restes. Big data inefficace. Moi alors je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi, mais si je comprends bien ce que tu nous as dit, et dans ces cas-là, moi c'est mon côté assez blasé en fait, hein. Donc on a une vague et une mode du big data, ça va durer 4-5 ans, ça va pas marcher, les entreprises qui ont ramassé de l'argent, certaines vont arriver à capturer la rente qu'elles ont spéculative, qu'elles ont immédiatement créée, les autres vont retomber. Bon, en fait, je pense pas à ça, hein. Je pense en fait c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement très 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 profond, mais qui là est tellement dans une emphase prophétique sur ses capacités que évidemment ça marche, parce que consultants, politiques, tout ça sont d'une naïveté incroyable, donc ils regardent pas le système, et dès qu'on regarde un tout petit peu à l'intérieur du truc, les gens qui en parlent le plus et qui promettent le plus sont ceux qui n'ont pas les données. Ceux qui ont les données n'en parlent pas et ne vont pas les lâcher n'importe comment. Les données, dès qu'on les ouvre, elles sont hyper sales.
Hein, et dès qu'il y a des vrais matheux qui vont sur les données, et quand même ils réalisent que, sauf à faire des calculs simples sur des corpus propres, mais ça c'est du data mining classique. Hein, donc le data mining classique va continuer à exercer ses effets. Mais quand il s'agit d'interfacer des bases différentes de données, etc., il n'y a rien qui marche, qui fonctionne. Les fameux deltas de corrélation sont tout petits. Et du coup, les trucs qu'on entend sont assez exagérés. Alors, il y a plein de trucs qui peuvent fonctionner, mais le logiciel qui connaît toute la cinématographie d'Hollywood, qui a fait rentrer toutes les biographies des acteurs, des réalisateurs, des cadreurs, des décorateurs, qui a mis tous les résultats des films en salle, première semaine, deuxième semaine, troisième distribution, DVD, etc. Et qui, grâce au machine learning, big data, qui a traité tout ça, on lui amène un nouveau scénario et il nous dit, hein, parce que c'est ça qu'on entend dans les conférences des consultants en big data, hein, c'est des trucs comme ça, et il nous dit tout de suite si le film va faire un succès le mercredi à 14h, bon, on peut rigoler quand même. C'est pour ça que je cite Google Flow, parce que Google Flow, il est vraiment, c'est simple, hein, j'ai un sac de mots-clés, assez basique, mal à la tête, je sais pas quoi, puis je les géolocalise et normalement, effectivement, je vais plus vite que les institutions sanitaires. Bon, ça fait 3 ans qu'ils donnent des résultats si approximatifs que c'est faux. Hein, et il y a 2 papiers dans Nature là-dessus, c'est robuste. Donc, une prédiction simple à partir de données, certes sales, mais quand même sur un modèle où il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de chaîne de Markov pour comprendre, ça marche pas. Donc voilà, c'est là qu'est ma réserve. Et du coup, pour aller sur ta question, moi je crois que c'est pas la même chose que la finance. C'est-à-dire que tout le travail de construction du néolibéralisme dans les années 80, c'est de produire l'algorithme et le milieu associé. Et qu'ils ont absolument assemblé dans des couplages qui sont terrifiants. Ils ont créé le milieu dans lequel le calculateur calcule. Là, j'ai quand même l'impression que dans les promesses des big data, il y a des endroits où effectivement il va y avoir un milieu associé au calcul qui peut être promis. La publicité ciblée, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'autres endroits où on annonce des choses où le milieu associé n'est pas du tout constitué, etc. Et puis je voudrais finir sur mais je suis entièrement d'accord, hein, le web, quand je dis le web social, je parle du web des réseaux sociaux. Le web est social depuis qu'on a fait un lien hypertexte. Enfin, dès qu'on a connecté 2 ordinateurs, puis un lien hypertexte. Donc la dimension sociale est là. En revanche, mais moi je vais vraiment, faut qu'on discute plus sur l'articulation que vous faites entre social et sémantique, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu le sentiment, mais en écoutant là plutôt les discours des chercheurs et en voyant les paradigmes en fait de recherche, que ce qui s'est joué avec l'arrivée du web social, ça a été un immense bras d'honneur fait au projet très ancien du web sémantique. Et que finalement le web sémantique disait pour classer l'information, on va rendre la machine intelligente pour qu'elle comprenne le sens des textes. Et puis le web social est arrivé en dire on va comprendre l'information qui vous intéresse sans s'occuper du sens du tout. Il y a des déclarations de Brin et Page aussi, même sur Google, qui sont géniales. On n'a pas besoin du contenu des pages en fait. On a besoin de cette dimension sociale qui est entre les pages, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cité. C'est le citer, donc cet acte social qui fait les choses. Et c'est vrai que dans les articulations sociales sémantiques, on en parle beaucoup, je pense qu'il y a des modèles très passionnants, mais moi je croirais toujours que pour produire des bons signaux, il va nous falloir autre chose que le texte en lui-même, dans le genre de choses que sont les métriques du web. Et puis la catégorisation, on est vraiment, je pense, extrêmement sur la même longueur d'onde. Moi, je suis attentif aussi très fortement à la question. Alors, c'est vrai que moi, je vois la catégorisation depuis la question de la catégorisation sociale, et donc pas dans la forme de la catégorisation Aristote, Kant, etc. Mais il me semble qu'on partage la même préoccupation pour cette crise de la catégorisation, qui dans le terme de la catégorisation sociale est une crise des catégories qui périmètrent des groupes de personnes, hein. Donc c'est la capacité de désigner au-dessus
du groupe et reconnu par le groupe une catégorie qui les représente. Donc la catégorisation, elle a dans ce sens-là un rapport très fort à la représentation. Je pense que la crise de la statistique sociale est une crise de la représentation de nos sociétés. C'est en fait une perte de consistance des outils réflexifs qu'une société se donne à elle-même pour se représenter, pour faire tableau. Et quand une société ne fait plus tableau, elle fait juste des individus automates, je suis d'accord, hein, elle n'est que des individus automates, et du coup les algorithmes deviennent eux aussi, prennent la forme de cette société, et donc il y a bien un milieu associé qui se constitue, pour les calculer par en dessous à travers leur comportement. Donc je pense que ces deux choses sont très liées. Maintenant, comment s'en sortir? Là, je vois ton idée, mais en même temps, je te trouve très... bah, c'est bien, c'est un optimisme contradictoire, c'est-à-dire de dire à la fois il faut remettre... Effectivement, ce qui a fait tenir les catégories, c'est l'État. Hein, ça, c'est toute la thèse de Rosière. Pour faire des choses qui tiennent, il faut qu'il y ait l'État. Hein, de la statistique et donc du droit, hein, et des conventions qui soient stables, il faut de l'État. Mais en même temps, tu vois tout de suite que c'est pas l'ANR et le CNU, avec leurs catégories fortes, anciennes, traditionnelles, qui vont permettre de faire de l'innovation. Donc ce que nous dit le web, et c'est là, moi je suis optimiste, c'est que dans la contribution participative, dans le rapport que les internautes ont avec les automates du web, tout n'est pas joué dans l'endroit où se trouve l'agency. Elle n'est pas entièrement dans l'automate. Hein. Par plein d'aspects, les individus ne ressemblent pas du tout au discours que nous tenons parfois sur eux de façon assez paternaliste, sur l'idée qu'ils sont complètement aliénés, automatisés, etc. C'est-à-dire quand on les rencontre et qu'on leur demande leur parcours web, bon, ils ont des stratégies, ils sont beaucoup plus subtils que ça, ils font des tris, etc. Ils comparent des sites, enfin bon. Donc c'est dans cette capacité-là des individus à modifier dans l'assemblage, dans le couplage avec la machine, d'apporter quelque chose, qu'il y a des capacités contributives qui peuvent trouver des formes de coordination qui font convention dans des milieux locaux. Alors, et du coup, moi c'est pour ça que je pense qu'elle repart par le bas. Hein. C'est par le bas, c'est dans les communautés, c'est dans des SMOC, c'est dans des comment ça s'appelle, des mémothèques, que des groupes d'individus réétablissent des conventions qui leur servent de catégorie d'organisation de leur activité, qui peuvent de temps en temps faire norme, comme Wikipédia, hein, ce travail-là, à la condition... Alors moi là, je vais finir durkheimien, c'est que une catégorisation fonctionne que s'il y a des principes de sanction aussi. Hein, et donc, en fait, ce qui rend la catégorie, enfin, ce qui lui donne sa force, c'est la capacité de fonctionner. Ceux qui ne respectent pas les bons principes de catégorisation. Wikipédia a merveilleusement compris ça avec le Revert. Hein, et donc, il faut aussi que ces communautés pensent non seulement à construire ce qu'en commun elles désignent comme étant des conventions d'activité, mais aussi désigner des manières de sanctionner doucement, éducativement, ceux qui contreviennent aux règles qu'elles se sont communément données. Voilà. Deux points sur ce que tu viens de dire. Bon, d'abord, sur ce que tu disais des big data, que tu distinguais par exemple du trading et algorithme et milieu associé, je suis tout à fait d'accord avec ça en réalité. Hein. Mais en même temps, ce que je crois, c'est que ce qui est en train de se développer vraiment, ça n'est pas évidemment les conneries sur Hollywood et comment faire le meilleur film, qui me fait penser d'ailleurs à une réunion du Comintern du Parti communiste soviétique qui avait décidé qu'il n'y aurait plus que des chefs-d'œuvre dans le plan quinquennal prochain et qu'on supprimerait tous les films ratés. Bon, c'est assez extraordinaire. C'est Matlar qui avait analysé cette littérature, c'est très intéressant, mais ça ressemble beaucoup au truc des big data. Et puis tu as employé le mot milieu associé. Ce matin, on a parlé de milieu associé. Moi je soutiens que la turbine Guimbal c'est devenu un milieu technogéographique humain et que ce sont les hommes qui sont associés comme l'eau du fleuve était associée à la turbine Guimbal. Mais dans ce processus-là, il y a quelque chose à mon avis qui est vraiment très spécifique, qui ne relève pas des big data en général, mais qui est un cas particulier de ce qu'on appelle les big data. C'est le fait qu'une communauté, en temps réel, en contribuant, peut avoir un retour du système, donc pas plus vite qu'elle-même ne peut réagir à elle-même et être pilotée par le système. Et ça, je pense que c'est vraiment comme ça que fonctionnent et Google et Facebook d'ailleurs. Hein. Donc sur des modèles totalement différents, mais que c'est quand même... Et ça provoque une performativité négative, à mon avis, redoutable, mais très très efficace, en tout cas à court terme. Voilà.
Et l'autre point, mais après je m'arrête là-dessus, c'est ce que tu viens de dire sur les communautés et le bottom-up, quoi. Ce que nous pensons, nous, c'est que, et alors, là je parle pour ce séminaire, c'est qu'il est très très important de reconstituer ce que j'appelle des processus de transindividuation contributive avec des réseaux délibératifs entre internautes, entre contributeurs, avec des processus de représentation, de désignation de représentants, de négociation, oui, je retire ce mot de ma liste d'index parce que personne n'est d'accord, même si personnellement, voilà, et qu'il y ait des regroupements, ce que nous appelons des divergences et des convergences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui divergent entre eux parce qu'ils ont des modèles de départ qui sont pas les mêmes, mais qui se regroupent avec d'autres qui ont des modèles comparables. Et ça, je pense, c'est ça l'histoire de la science. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde académique, depuis l'université jusqu'à l'école, devrait progressivement, dans le contexte du numérique, faire ce type d'agencement. Voilà. Et c'est un agencement au sens deleuzien, ça d'ailleurs. Hein. Bon. Et ce type d'agencement-là, eh bien, c'est un agencement entre le bottom-up et le top-down. Parce que, et il y a du top-down. Les processus de certification sont toujours top-down. Voilà. Ils ne peuvent pas être autrement que top-down, sinon c'est pas de la certification. Et donc je crois qu'il faut intégrer cette fonction de la certification et du top-down dans les processus bottom-up pour aller vers une contributivité plus... Du temps, moi, je suis d'accord, mais il faut aussi intégrer là le climat de nos sociétés. Et donc, qui est que dans la critique de la représentation, on a jeté quand même le bébé avec l'eau du bain. Hein. Et donc, l'idée qu'il y ait un délégué, oui. L'idée qu'il y en ait deux niveaux de délégués, déjà, ça passe moins bien. C'est-à-dire que, et on voit dans tous les dispositifs web, c'est-à-dire que les gens ne participent pas quand il y a l'impression qu'il y a un représentant du haut. Hein. Donc, dans tous les dispositifs de consultation politique qui ont été faits, on a 1 million de gens qui signent le bijoutier, on a Pénélope Bagieux qui mobilise tout le monde contre la pêche en haute mer, mais tout ça vient du bas, et puis on a la Commission européenne qui met je sais pas combien de millions d'euros sur des dispositifs de consultation dans lesquels il y a 1000 internautes qui sont venus. Hein. Et pour des thèmes sur la souffrance animale, sur des trucs qui sont très proches des... Voilà. Donc il y a quelque chose qui est en crise assez profonde dans l'idée que du contrat de délégation, d'où peut venir la certification. Donc il faut vraiment que les formes de mandat soient impératives, qui se la jouent à la Wikipédia, qu'il y ait une vérification mutuelle et partagée, parce que sinon vraiment ça fonctionne pas. Pour une raison que moi j'ai peu évoquée, mais qui est au cœur aussi de la crise de la statistique et de la catégorie, qui est qu'en fait on est dans des sociétés d'incertitude de plus en plus fortes. Et d'une certaine manière c'est réjouissant, hein. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus à nos catégories, les actes de consommation sont moins programmés. Moi, une de mes interprétations, mais que je dois beaucoup à des discussions avec Daniel Kaplan, mais je crois qu'il a entièrement raison, si le marché publicitaire veut cibler, personnaliser, nous capturer de partout, c'est parce qu'on est de plus en plus infidèle aux marques. Hein. Et donc c'est presque une sorte de truc de désespoir, c'est-à-dire que ces modèles très stables de consommateurs un peu rangés, qui avaient des choses, etc., parce que la société est devenue plus multiple et plus différente, elle n'appartient plus à ces catégories, et du coup on les piste de façon différente. Oui, non, mais je vais y aller bientôt. Oui. Moi j'avais dit simplement un truc par rapport à la catégorisation. En fait, ce que tu as dit là sur le marché global du jugement, la critique du jugement, quoi, de Kant. Effectivement, aujourd'hui, c'est remettre, pas faire du Kant ni du néo-kantisme, mais se poser la question de la nouvelle critique, évidemment, et que ce soit pas marxiste non plus. L'idée par rapport à la catégorisation, je pense que c'est difficile de se mettre d'accord, de toute façon, et peut-être qu'il y a une façon il y a peut-être deux façons d'obtenir ces conventions d'activité qui permettent la mobilisation. C'est l'idée la problématisation, c'est-à-dire l'idée des problèmes, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être plus facile de se mettre d'accord sur un problème parce qu'on n'a pas forcément la même solution, alors que si on est dans les catégories, il va falloir obtenir un degré de précision beaucoup plus grand. Donc peut-être que c'est une étape, ce que tu appelles parfois l'ordre des questions. Et donc il y a un travail de Meyer là sur la problématisation qui
est un Belge assez intéressant là-dessus. Bon, je ne vais pas trop développer, mais il dit tout simplement, dans un petit bouquin assez intéressant sur le problème de l'ontologie, il dit mais l'histoire de l'ontologie occidentale, c'est une somme de réponses très différentes à la même question. Et peut-être que c'est de déplacer la question, et auquel cas, le poids de l'ontologie en philosophie se retrouve complètement revisité, quoi, parce que l'ordre de la question n'est plus la même. Et c'est un petit bouquin vraiment qui est super intéressant de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, quand on fait de l'histoire de la philo, ils nous apprennent les réponses à la question ontologique, quoi. Bon. Alors que lui, il dit, mais bon, voilà. Donc l'ordre des problèmes est important, et ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'idée de la migration des concepts. C'est-à-dire, en fait, l'idée dans les disciplines déjà, le post-structuralisme, le tournant linguistique dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des phénomènes de migration conceptuelle qui sont importants, et peut-être avoir des concepts forts, transindividuation, Simondon, enfin là l'idée, il y a le milieu associé, on a peut-être des concepts disons des concepts qui permettent de faire agencement de l'hétérogène, quoi, sans rassembler de manière outrancière autour d'un centralisme démocratique, disons, du jugement, quoi. Donc ça, c'était mes deux remarques. Donc peut-être pas pour nous commencer par, parce que je vois par exemple un collègue de la TEI qui travaille sur la TEI, il fait partie d'un consortium, machin, et en fait il me disait mais on est à 10 ans de boulot et on a à peu près, on est vraiment d'accord, 15-20 termes. C'est quasiment 10 ans de boulot. Voilà, c'est ça. Et donc ça pose effectivement la question de ne pas commencer comme ça, c'est-à-dire que de ne pas essayer de chercher à encoder des textes à partir d'une TEI. Voilà. Donc je ferme la parenthèse là-dessus. Et dernier point. Dernier point sur deux derniers points. Le point qui est important, c'est l'idée de la création et de l'interprétation. Je crois que c'est important de dire que dans le travail théorique comme dans le travail artistique, en fait, les artistes doivent faire, se poser la question de la théorisation de leur pratique, et en fait, les gens qui sont chercheurs peut-être doivent se poser la question de la création aussi à l'intérieur de leur champ disciplinaire. Et ça, en fait, il doit y avoir peut-être un enseignement à la découverte, à l'heuristique. Enfin, disons que là, ça peut faire partie d'un plan de formation entre guillemets dans les universités, et pour les nouvelles écoles doctorales, parce que c'est pas facile. Enfin, moi, je prends l'exemple de l'école doctorale de Bordeaux 3, ils sont prêts à admettre, évidemment, pour les 600-700 doctorants, en fait, que on leur propose un cursus, en fait, d'introduction aux humanités digitales. Mais la façon, c'est un programme dans lequel, comme il y a un affichage de programmes de discipline, eh bien, il y aura une nouvelle discipline qui vient se greffer en plus. Bon, et c'est probablement pas le bon chemin pour faire, une école doctorale, mais c'est pas facile non plus, même si le directeur de l'école doctorale est assez ouvert, quoi. Et donc là, on voit très bien que même si on a des individus qui voient bien qu'il faut modifier l'institution, il y a une inertie de l'institution par son histoire qui a un certain nombre de contraintes qu'il faut déplacer. C'est pas toujours facile, quoi. Ça me semble important de le souligner. Et donc peut-être qu'il faut des zones entre guillemets d'innovation à l'intérieur des institutions, quoi, et que les universités, par exemple, créent des espaces, en fait, et que ce soit là aussi un geste qui pourrait être, je serais assez d'accord, qui viendrait du ministère, ou qui serait une orientation, quasiment programmatique, là. De créer un programme de recherche contributive, recherche-action, tu parlais de recherche-action tout à l'heure, avec un certain nombre de processus imposés, dont des processus d'éditorialisation contributive. Bon. Et je voulais revenir là-dessus parce que moi je pense que dans le champ de la transmission de savoir, et pas simplement de la transmission de savoir, mais de la production de savoir, tu as dit un truc très important, c'est l'université comme lieu de production. Le lieu de la production, c'est un lieu d'éditorialisation, parce que la seule chose que c'est produire à l'université, c'est de l'éditorialisation, hein, et c'est de l'éditorialisation certifiée. Voilà.
par l'académie, enfin, par l'école, comme on disait au Moyen-Âge. Et ça, alors que ce soit une école artistique, que ce soit une école de médecine, que ce soit ce qu'on veut, mais voilà, il y a une autorité, il y a ce qu'on appelait autrefois des doctes. Bon. Et ces doctes, contrairement à l'idée que donne le CNU, ou l'image que peut donner le CNU par exemple, ce ne sont pas du tout des clercs top-down, ce sont des pairs. S'ils sont vraiment légitimes, et c'est ça la force du web, c'est que la légitimité est produite par la méritocratie, que Google valorise à sa façon aussi, qui est une reconnaissance par les pairs. Alors après, évidemment, ça peut être distordu énormément, mais c'est ça la base quand même du modèle académique, c'est la parité. Et je pense que cette parité, ça ne veut pas dire qu'elle est sans hiérarchie, elle est tout à fait hiérarchisée. Tout comme au foot, il y a une hiérarchie avec des gens qui jouent en alliés, des gens qui jouent en ceci, etc. Bon, il y a une organisation, disons pas simplement une hiérarchie, mais une organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu le stade infantile du web, bon, sans organisation, qui croyait qu'il n'y en avait pas, parce qu'en fait il y en a énormément, justement, Facebook, tout ça, c'est beaucoup d'organisations, mais il y a un stade critique du web, qui est un stade un peu plus adulte, qui doit introduire ce genre de choses. Et moi je pense que c'est une tâche de l'université de faire ça. Et c'est une tâche pour laquelle elle a la légitimité. Peut-être pas dans les faits, mais en droit. Elle a la légitimité, et moi-même je suis en train de négocier en ce moment avec mon université des processus d'évaluation, où je demanderai à mes étudiants, sur la base des travaux qu'on a fait avec Paul-Émile, d'annoter les cours, de les catégoriser, de partager leurs notes, d'éditorialiser leurs notes collectivement, et ils seront jugés là-dessus, et pas sur une disserte. Ça ne veut pas dire que la disserte va disparaître, mais par contre, ils vont produire de la catégorisation, et ils vont apprendre ce que c'est qu'un processus de catégorisation dans ce type Après, le problème, c'est un truc comme ça marche bien dans un champ textuel et herméneutique comme est la philosophie, il ne marche pas forcément aussi bien en histoire, par exemple, c'est déjà un peu différent, quoique l'histoire s'y prête beaucoup, c'est de l'historiographie et de l'herméneutique, mais il ne marche plus du tout, je ne sais pas, dans certaines sciences naturelles, etc. Mais il y a d'autres procédures de ce type-là, à mon avis, à explorer, quoi. Et ça passe par des technologies d'annotation, en fait. Je rappelle quand même, c'est assez important, que Tim Berners-Lee, au départ, quand il a fait HTML, il reprenait des problématiques de SGML, et ces problématiques de SGML, c'était du markup, c'est-à-dire c'était des problématiques qu'on conduisait à la notation. Et comme je l'ai souligné, je ne sais plus où, le dernier grand colloque qu'il y a eu du W3C à San Francisco au mois d'avril dernier, c'était sur la notation. Donc je pense que tout ça est en train de maturer sur le plan technologique, et qu'il faut l'investir, quoi. C'est aussi pour que des industries éditoriales numériques se développe sur ces bases-là. Tu dois y aller, à bientôt alors. Merci. Je reviens demain. Non. Personne ne veut intervenir? Non. Merci beaucoup, merci aux intervenants. Et à demain alors, si vous le voulez bien.